Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Shadow March épisode 11. Une partie copieuse nous attend les amis. Si vous connaissez pas la Shadow March, pour ceux qui découvrent, on ne sait jamais. En gros, la Shadow March, c'est quoi? C'est un récap d'une campagne de jeu de rôle bac à sable motorisée par Shadow Dark. Semaine après semaine, il y a déjà 10 épisodes. C'est assez complexe. Je vous invite à aller voir les épisodes précédents si vous découvrez maintenant. À chaque fois, c'est assez visuel. Vous allez voir si vous découvrez, c'est assez visuel. On a des petites battle maps, on a des petits machins. Et on avance, vous voyez, session 10, session 9, session 8. C'est impossible, ça ne s'arrête plus. À ce stade de la campagne, plus on avance, plus je sais absolument pas dans quelle direction va aller l'histoire de nos personnages. Donc vous allez voir que là, je vais d'abord essayer de vous expliquer l'aventure, ce qui s'est passé ce soir. Ensuite, on va essayer de poser un peu toutes les options qu'ils ont en fin de session, parce que la session 12, que vous verrez donc la semaine prochaine, ça risque d'être complètement dingo. Je sais pas du tout ce que les PJ vont faire. La dernière fois, on s'était laissé, les PJ étaient toujours au camp des rages fauchons, ça fait un moment qu'ils sont là. Ils avaient libéré Olgan et Larvin. Ils ont fait un bon gros dodo et ils se réveillent le lendemain matin. Et ils ont enfin une sorte de piste pour trouver la flûte du songe éternel, la sorte de MacGuffin de cette campagne. Alors honnêtement, ils n'avaient pas obligatoirement à la chercher. C'était avant tout un objectif de Méric, qui est rapidement devenu l'objectif du groupe entier, notamment parce qu'on a le dragon Karamouil, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui veut cette flûte aussi et qui ravage la région. Donc ça donnait quand même de bonnes raisons à nos PJ de vouloir arrêter ce massacre. Mais plus on avance, et plus ils se rendent compte qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont intéressées par la flûte, et plus ils continuent à s'intéresser à cette flûte, plus ils se retrouvent au centre d'un conflit et à avoir d'énormes décisions qui pèsent sur leurs épaules. Jusqu'à maintenant, ils la cherchaient. Maintenant, ils ont une piste de où la trouver. Donc ils s'apprêtent à partir, mais ils veulent mener encore quelques dernières enquêtes, prendre quelques infos pour être mieux armés pour la suite. Ils savent que la flûte est a priori détenue par un drakeid qui s'appelle Silva, qui lui-même est l'otage d'un géant qui a l'air de s'occuper de moutons. Ils n'en savent pas beaucoup plus, donc ils vont commencer à essayer de chercher de l'info. Première chose, ils veulent un peu récupérer de l'équipement avant de partir, quelques torches et tout, et donc ils retournent voir Marignos et Corvina, les marchands itinérants, et au passage, ils leur demandent des infos un peu sur les moutons. Donc je vous le dis tout de suite, sur la flûte et tout, ils trouvent rien avec Marignos et Corvina. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je leur fais faire je fais des jets de dés pour les PNJ pour savoir s'ils savent quelque chose, et ces deux PNJ n'en savaient rien. Par contre, ils vont mettre le doigt sur une petite histoire, peut-être un peu secondaire, mais qui aurait pu devenir l'histoire principale s'ils avaient poussé, on sait jamais. En parlant avec Marignos et Corvina, ils comprennent que Corvina, elle est pas trop d'accord avec son père. En fait, les deux, c'est une famille étrangère qui a voyagé en bateau depuis Agazir, qui est un territoire lointain, et ils voulaient faire du commerce à Pagor, la grande cité qu'on fait un peu miroiter au PJ depuis un moment. Ils voulaient faire du commerce là-bas, sauf que lors de leur voyage en bateau, eh bien la femme de Marignos est décédée. Laissez-moi lui retrouver son nom. Voilà, c'est ici qu'il y avait cette petite histoire. Sa femme, Sawari, décède lors d'une attaque de pirates durant leur voyage. Et donc quand ils arrivent, les deux, le père et la fille, à Pagor, bah déjà ils sont abattus moralement. Et en plus, une fois qu'ils arrivent à Pagor, ils réalisent que voilà, Pagor, c'est pas si simple pour le commerce. Il y a des sortes de grandes corporations, des guildes marchandes qui tiennent un peu tout, et ils n'arrivent pas à faire affaire là-bas, donc ils décident de devenir marchands ambulants, ce qui les amène jusqu'au lac de l'Oracle. Et là, au lac de l'Oracle, Marignos se laisse captiver par l'Oracle, et il a l'impression que sa femme est là, et qu'il va pouvoir continuer ses vieux jours jusqu'ici. Il veut sur place, et qu'il veut arrêter en gros sa vie de nomade, et peut-être devenir un fermier ici et tout. Et Corvina, elle n'entend pas du tout de cette oreille-là. Elle n'entend pas de cette oreille-là, ça se dit ça? Parce qu'elle est jeune, elle n'a pas envie de vieillir auprès de son père qui croit avoir sa femme et tout, mais en même temps, elle n'a pas envie de briser son bonheur, en fait, parce qu'il est heureux dans cette illusion. Donc tout ça, les PJ vont le déduire grâce à Tristam, qui va interroger Corvina, parce qu'il voit qu'elle est un peu gênée par son père et tout. Ça reste très secondaire, mais ça restait à noter. Autre truc, ils ont acheté du coup, quand même, d'ailleurs j'ai perdu le token, ils ont racheté la mule du coup, des deux, puisqu'ils vont arrêter d'être des ambulants, et ils ont acheté la mule qui s'appelle Paillette. Le nom a été donné par Grimm, le maître des bêtes du groupe. Ils ont aussi acheté des petites torches, etc. Et truc plus important pour leur quête quand même, ils apprennent de la part de Corvina qu'elle a entendu parler par un autre gars dans le camp des moutons et tout, et vu que c'est un de leurs indices, ils vont aller interroger ce gars. Donc voilà, je vais pas trop traîner là-dessus, même si c'était très cool en jeu, ça vous intéresse pas dans l'immédiat, je pense, vu que les PJ ont pas poussé cette piste. Par contre, du coup, ils vont à la rencontre de celui qui a parlé à Corvina des moutons, il faut suivre, hein. C'est un vieil homme, une sorte d'ermite. Il lui parle, le gars a l'air complètement paumé. Il se présente sous le nom, laissez-moi retrouver ça, de Père Pharos. Et il dit, voilà, moi j'étais ermite, je vivais ma vie tranquille, et un jour j'ai eu cette vision. J'ai vu une femme magnifique, magnétique, blonde, dans mes rêves.
lors d'une de mes méditations. C'est un mec qui vit isolé du monde et tout. Et je sais pas, je dois la retrouver aujourd'hui, je pense. Les PJ, ils font ah bon, c'est très intéressant tout ça. Parce qu'en fait, c'est le père Pharos qui est à la recherche de cette femme qui leur dit bah on s'échange des informations si vous voulez. Moi, je m'y connais un peu sur l'histoire des moutons. Et vous allez peut-être pouvoir m'aider à retrouver cette femme. Et donc, il décrit cette femme, elle a l'air bienveillante. Il la voit dans une forêt sombre. Il a peur qu'elle soit en danger. Il se dit si j'ai fait ce rêve, c'est que je dois la retrouver et tout. Et il leur dit et je l'ai vue un soir. Dans mes rêves alités, et il y avait un nain qui se penchait pour la border alors qu'elle s'endormait. Donc là, les PJ se disent attends, ça me dit un truc. Ils émettent plusieurs hypothèses. Je regarde sur le Discord ce qu'ils ont émis comme hypothèse, grâce au récap de Méric. Méric le boss qui prend des notes. Donc ils se disent ça pourrait être Métérine, parce que peut-être que le nain dans la vision c'est Bauduin, et Métérine c'était la fille que Bauduin, à qui Bauduin voulait ramener le télescope. Ils se disent ça peut aussi être Tanaël, parce qu'en fait ils se disent Métérine, de mémoire, on n'avait pas statué sur le fait qu'elle soit blonde. Alors que Tanaël, elle était bien blonde, et Baudouin, durant la partie, l'a bien bordée, etc. Tanaël, si vous vous souvenez, c'est la femme au camp des Chevaliers du Franc-Pays qui avait retiré leur sceau au PJ au tout début de la campagne. Mais bon, eux, ils savent pas vraiment dire grand-chose à ce vieil homme, et donc ils disent non, désolé, on sait pas trop. Il y a l'orga qui l'envoie un peu sur une fausse piste, en mode on s'en fout, il dit ouais, ça doit être à l'ouest. Bref. Et donc ensuite ils font bon bah désolé on peut pas vous aider mais peut-être que vous pouvez nous aider pour notre histoire de mouton. Et donc là en fait l'ermite Pharos il leur explique que depuis qu'il a quitté son ermitage il a voyagé et il est passé par une grande steppe qui se situe à l'est du camp des Rachefauchons où il se trouve actuellement. Et en traversant cette grande steppe bah, il a croisé un peuple qui vit sur place, des gens qui vivent de leurs moutons, tout ça, et donc il a partagé un repas avec eux. Et les PJ lui disent, ils vous ont parlé d'un géant par hasard, etc., toujours à la recherche d'infos sur la flûte. Et il leur dit, oui, apparemment, ils m'ont expliqué que parmi leur communauté de bergers, il y en avait un qui était beaucoup plus grand que les autres, une sorte de géant qui a l'air... il s'est inquiété, il s'est dit, bah, vous vivez avec un géant, c'est quand même dangereux un géant, non? Et tout. Et ils lui ont dit, non, il nous pose pas de problème le géant, parce qu'on lui fait croire qu'on est les seuls à savoir se faire reproduire les moutons. Et petit détail que j'avais pas dit au PJ, ils lui ont expliqué à cet ermite qu'en fait, au géant, qui s'appelle Tortor, il ne lui donne que des moutons mâles pour pas qu'il puisse se reproduire. Et comme ça, Tortor est dépendant d'eux pour avoir des nouveaux moutons. Donc c'est un peu rigolo, mais voilà, ça donne des indices au PJ sur le fait que bah, déjà le géant, a priori, il est pas forcément agressif, et surtout qu'on peut le duper facilement. Ça leur donne aussi le nom du géant et la direction dans laquelle chercher. Et donc, grâce à ça, eh ben, ils vont pouvoir partir vers l'est à la recherche de Tortor. Alors avant de partir, ils vont chacun faire des petits adieux. Donc on a d'abord Méric qui va voir Larvin pour voir ce que Larvin compte faire. Et Larvin lui dit « Oh, moi je pense que je vais me faire oublier, je vais rester avec Olgan. J'ai plus envie de travailler pour Kaelor, j'ai envie de me faire une nouvelle vie. Et puis il y a tellement de poids sur nos épaules, à nous les capuchons. » À ce moment-là, j'y avais pas trop réfléchi à l'origine des capuchons en réalité. Et on a statué un peu sur le fait, je trouvais ça assez cool, que les capuchons ce soient des orphelins qui sont récupérés pour faire partie des services secrets. Donc il se dit bah voilà, moi j'ai pas vraiment de vie à Pagor en dehors d'être capuchon, et capuchon c'est vraiment une lourde tâche, donc je pense que je vais rester avec Olgan et je vais voir où la vie me mène quoi. Donc ça c'est... Méric lui dit je comprends, la voie que tu décides de suivre Larvin, peut-être nous reverrons-nous un jour. Et Larvin lui dit je salue ton courage Méric et j'espère que tu vas survivre. Tristam lui, il décide d'aller voir Olgan, le demi-orc qui a perdu une jambe du coup. Il lui dit Olgan, prends ceci, et lui donne une sorte de poinçon un peu à l'effigie des défenseurs de la province de Praha. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. En gros, Tristam, il fait partie d'un ordre. Il donne à Olgan un truc, il dit bah voilà Olgan, si t'as envie de te refaire une vie toi aussi, tu peux te rendre à Praha, c'est loin au nord à Mérisma, et je peux pas t'assurer que la route sera facile, mais si t'arrives à te rendre là-bas et que tu te présentes avec ce petit talisman que je t'ai donné, là-bas on saura t'accueillir, on te trouvera sûrement une place, on accepte tout le monde là-bas. Olgan il fait vraiment un hobgoblin, vous pensez qu'on va m'accepter à Mérisma? Il fait je m'en porte garant, je te donne ça Olgan, et puis tu pourras te refaire une vie. Donc les PJ sont tellement attentionnés envers les PNJ, c'est beau. Donc je vous explique vite fait l'histoire de Praha et tout quand même. Alors je commence à être un peu perdu, j'ai beaucoup de trucs. Là j'ai pris vraiment beaucoup d'avance dans la création du monde, donc vraiment avant tout des grands points. Je détaille pas tout, vous voyez, mais je commence déjà à avoir toutes mes cartes où il y a des trucs. Et donc Praha c'est un duché, Préa pardon, je me plante, en plus. Préa c'est un duché frontalier de la province de Mérismar, donc ça c'est l'endroit d'où vient Tristam, qui est en guerre avec Pagor. Et j'ai un peu repris le thème du mur d'Adrien, le mur dans Game of Thrones et tout. En fait, le duché de Préa est assez pauvre,
mais il a plusieurs forteresses qui surveillent une frontière avec une terre qui est envahie par le Fel. Donc je vous en avais parlé vite fait dans le hors-série, si vous l'avez pas vu, sur les mythes fondateurs de la campagne Shadowmarch. Le Fel, c'est un petit peu le résultat lorsqu'on abuse de la magie. Ça vient de Symbaroum, c'est assez classique, vous voyez, c'est la corruption. Et donc depuis Harimar, qui est une sorte de forteresse un peu à la Witcher, vous voyez, c'est un peu Kermoren, il y a l'ordre des chevaliers de Saint-Idriss, auquel appartient Tristam, qui veille sur la frontière pour éviter qu'il y ait ces menaces qui pénètrent dans Mérismar. Et donc ces gens-là, ils ont toujours besoin de main-d'œuvre et de gens de bonne volonté pour protéger la frontière. Et donc c'est ça un peu la promesse que fait du coup Tristam à Olgan, c'est que s'il se rend là-bas, il pourra devenir peut-être un chevalier de Saint-Idriss, ou au moins un intendant, ou quelqu'un qui va s'occuper de la logistique, quelque chose comme ça, quelque chose que sa jambe amputée lui permette. Et il lui dit, et en plus on pourra sûrement te faire là-bas une prothèse, quelque chose comme ça. Dernière chose avant qu'ils partent, sur la route du départ, alors j'emmène pas tous les tokens, à chaque fois c'est compliqué sinon. Alors qu'ils partent pour l'est, ils croisent Tariq qui est là en faisant « Ouais, super, j'ai fini de construire ma maison ». Donc je vous rappelle, Tariq, c'est un perso du tout début de la campagne, qui cherchait son fils, qui est artificier de Pagor, un mec un peu paumé dans la vie. Il est arrivé au lac de l'Oracle. Quand les PJ l'ont retrouvé au lac de l'Oracle, il était complètement sous l'influence de l'Oracle, qui montre aux gens ce qu'ils ont envie de voir, en fait. Et donc il est là, il a construit une vieille cabane pourrie et il se dit bah voilà, ça c'est la villa et bientôt ma femme et mon fils vont revenir et notre famille sera à nouveau réunie. Et il est complètement dans une désillusion totale et l'orgueil lui dit bon Tariq, c'est ridicule, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Et il pète la maison de Tariq. Donc là Tariq il fait quoi, mais t'es fou, je pensais que t'étais un ami, tu détruis tout ce que j'ai mis des jours et des jours à construire. L'orga supporte pas, l'orga il est de plus en plus incisif. Il chope Tariq, il lui met une grosse patate dans la tête pour essayer de lui remettre les idées en place. Et jette un dé un peu pile ou face pour voir si ça ramène Tariq à la réalité. Ça marche pas, donc l'orga il en a marre, il attache Tariq, il le bâillonne et il l'emmène loin de l'oracle pour le retirer de son influence. Il le met sur son dos et nos PJ partent dans la pampa. Et là ça va être un peu moins visuel que d'habitude parce qu'on n'a pas vraiment eu de battle map. Ils partent dans la pampa à la recherche de la flûte. Avec, je dis Méric depuis tout à l'heure, non mais c'est Tariq, excusez-moi si j'ai dit Méric. Il est tard, hein. Je vous rappelle, j'essaie de récupérer, d'enregistrer ces trucs juste après la partie, qui se termine généralement aux alentours de minuit, pour avoir encore les idées à chaud là dans la tête. Bref, ils embarquent Tariq, ils essaient de lui faire une sorte de sevrage, et ils partent vers l'est. Donc là, il y a un peu une petite phase de voyage, donc j'avais créé un petit système, je vous montre ça vite fait, même si les PJ passent par là, ils risquent pas de recroiser ces trucs-là de toute façon. En fait, j'avais prévu qu'il y ait 2 étapes pour trouver Tortor, traverser en fait la plaine, et qu'à chacune de ces étapes, les PJ pouvaient décider ce qu'ils faisaient, en fonction de leurs actions, ils pouvaient perdre du temps, trouver des rations, faire plein de trucs, et j'avais 4 rencontres aléatoires à tirer à chaque étape. Donc ils pouvaient rencontrer les bergers là, et au final ils auraient pas appris grand chose de plus que ce que l'ermite avec lequel ils avaient discuté leur a déjà appris, en dehors du fait qu'ils auraient pu les avertir de la présence de Vélociraptor dans la plaine, qui est un danger, et qu'ils arrivaient à faire fuir grâce à un grand tambour. Et ils ont aussi vu le dragon, déjà passé une fois. Ils avaient passé une nuit autour d'un feu de camp avec les bergers, il y aurait pu avoir ça. Il y avait aussi Tortor aime les défis et s'amuser. Mais autrement, il est très agressif avec les étrangers. Donc ça, c'était aussi une petite astuce qu'ils auraient pu obtenir avant de rencontrer Tortor. Parce qu'en fait, Tortor, j'ai récupéré le profil du Tartaro. Donc le Tartaro, c'est un monstre qui est dans un bestiaire folklore fait par les Merry Munchmen. Et donc, grosso modo, c'est le Cyclope. Hein. C'est vraiment la légende d'Ulysse. Et un de ses gros points faibles, c'est qu'il est joueur. Et donc on peut un peu le tromper, etc. Et donc rencontrer les bergers, là, ça aurait pu être un moyen d'apprendre ça avant de rencontrer Tortor. Ensuite, comme autre rencontre qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu croiser un cadavre desséché d'un homme qui porte un tambour, qui aurait pu du coup leur servir potentiellement à faire fuir les Vélociraptors, mais sans l'info que le tambour faisait fuir le Vélociraptor, parce qu'en fait le tambour ça fait peur aux Vélociraptors parce qu'ils ont l'impression que c'est Tortor qui arrive, vous voyez. Et ils auraient pu trouver ce tambour, et il a aussi un bâton de pluie, un petit objet magique, qui une fois par jour peut changer la météo pendant 1 des 10 minutes, voilà. Et aussi il y avait des traces de morsures multiples sur l'homme, preuve qu'il a été tué par les Vélociraptors, qu'il a peut-être pas eu le temps de se servir de son tambour pour le coup. Il s'est peut-être fait attaquer pendant la nuit. Ensuite ils auraient pu tomber sur les Vélociraptors, qu'on peut faire fuir avec un bruit fort, et finalement ils pouvaient tomber sur Tortor, qui tient un Drachéide en laisse. Mais bon, j'empiète un peu sur la suite. Et donc je leur demande ce qu'ils font chacun et tout. Donc il y en a un qui s'occupe un peu de sevrer Tariq, de continuer à s'en occuper. Il y en a un qui cherche de la nourriture, il y en a un qui guide le groupe, il y en a un qui surveille l'horizon. Ils réussissent plus ou moins bien leur jet de dés, donc notamment le jet de dés pour surveiller l'horizon, ça permettait à moi de savoir en amont de la rencontre aléatoire qu'ils allaient faire, à quelle distance ils allaient faire cette rencontre, pour leur donner plus de chances dans leur approche, d'être prudents, etc. Ou s'ils tombaient sur les Vélociraptors, leur donner un avantage pour
pas être trop surpris, par exemple, vous voyez. Et en fait, les dés nous jouent des tours. Hein. La rencontre aléatoire, ça les mène directement à Tortor. Ils tombent sur Tortor, au lieu de tomber sur Tortor dans sa grotte et tout, avec Sylva et ses petits moutons, ils tombent sur Tortor dans la plaine. Donc là, je leur décris que Tortor arrive. Un truc énorme, ils voient arriver au loin. Donc là, ils se mettent à plat ventre tout de suite pour se cacher, et Tortor, il tourne la tête, et avec il a son œil de cyclope, et il a un peu une sorte de capacité de voir super loin avec, et il scanne la zone parce qu'il les a entendus, parce que les PJ, à ce moment-là, ils se mettent à parler pendant longtemps et tout, et moi, il faut que je leur mette la pression quand même, la situation est bien là, donc je leur dis jet de discrétion. Ils se mettent tous à plat ventre, ils réussissent tous, Tortor les repère pas, et je leur dis, du coup, il fait, oh bah tiens, ça a l'air d'aller, et donc ils commencent à repartir. Donc là, les PJ, ils continuent à blablater. J'appuie sur le fait que Tortor marche très vite, il fait genre 4 mètres et donc il fait des grandes enjambées, il va partir. Et donc là, au bout d'un moment, il y a Tristam, il dit bon bah moi je vais lui parler, restez caché. Donc Tristam va de l'avant à la rencontre de Tortor et il dit oh grand Tortor, comment vas-tu nous sommes. Il commence à lui parler comme ça, là, Tortor il fait oh tiens, vous êtes rigolo et petit. Donc tout de suite Tristam capte que Tortor est un peu bébête. Hein. Et rapidement, moi je voulais amener, vous voyez, le thème du fait qu'on peut tromper le Cyclope avec des épreuves en fait, il est joueur. Donc quand Tristam dit à Tortor, eh bien figurez-vous que nous devons récupérer le Drakeid que vous avez en laisse, parce que oui, Tortor arrive avec son cheptel de 30 moutons, plus un Drakeid qui tient en laisse. Le Drakeid qui est Sylva et qui a la flûte. Il fait figurez-vous que nous avons besoin de récupérer Sylva, et que si vous nous le laissez, je vais vous donner une information très importante. Et vous voulez lui révéler la présence du dragon, pour lui dire que son cheptel était en danger et tout. Il y a aussi à noter Grim qui permet, en fait, pour voir à quel point Tortor est tout de suite agressif avec eux, je voulais voir un peu ce que les PJ allaient faire. Et Grim aussi, il est assez smart parce que comme il peut s'occuper des animaux et tout, et bah tout de suite il montre de l'intérêt pour les animaux de Tortor. Il lui dit c'est super que vous ayez des moutons, ils ont l'air gentils, etc. Donc Tortor se laisse un peu attendrir et tout. Donc ça leur donne déjà la possibilité de discuter. Il y a aussi un jet de réaction, etc. Enfin, il y a tout ce contexte-là à prendre en compte. Et donc, moi je me dis, Tortor les attaque pas tout de suite. Par contre, je vais pas jouer ça sur un jet de charisme. Vous voyez, c'est pas un jet de charisme. Oh bah super, vous récupérez Sylva et c'est fini. Il y a une certaine tension dans la rencontre. Ils doivent récupérer la flûte. Tortor il dit oh bah j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est que on va jouer à lancer un rocher très très loin et celui qui le lance le plus loin pourra récupérer Sylva. Et il prend un rocher énorme et il le lance ultra loin. Donc ça, c'était inspiré de la nouvelle qui permet d'introduire ce fameux monstre, le Tartaro là. Alors j'ai pas utilisé tout le profil du Tartaro, etc. C'était vraiment pour avoir l'idée, et puis comme ça j'ai sa classe d'armure et tout, mais c'est pas un personnage de Shadow Dark. Donc je l'ai pas utilisé vraiment tel quel, vous allez voir. Tortor il balance son rocher super loin, et honnêtement, Tristam n'a aucune chance de lancer un rocher de cette taille aussi loin. Donc, Tristam il essaye, et puis il se foire. Donc là Tortor il fait eh bah tant pis, du coup je vais être obligé de vous manger. Donc là, bon, les autres qui arrivent, qui se pointent, il fait oh et en plus vous êtes un peu des tricheurs et à chaque fois les gens essayent de m'avoir, donc ça j'aime vraiment pas qu'on essaie de m'avoir. Je vais devoir tous vous manger. Et là ils font on pourrait faire trouver un compromis, etc. Et ils essayent. En fait, Tristam avait vraiment à cœur de pas tuer Tortor parce que il trouvait que Tortor ça avait l'air d'être quelqu'un de gentil dans le fond. Bon, même si ça reste quelqu'un qui bouffe les gens. Hein. Mais que, je pense, bizarrement, ça l'a un peu touché, cette histoire de Tortor, à chaque fois, il se fait avoir quand on essaie de jouer avec lui, et puis ils ont entendu l'histoire des bergers, en fait, qui se foutent un peu de la gueule de Tortor, en fait, pour l'éloigner, ils disent à Tortor qu'ils sont les seuls à pouvoir se faire reproduire les moutons, donc c'est un peu le dindon de la farce. Donc il a pas envie d'attaquer Tortor, même si les autres étaient un peu plus agressifs, il veut pas faire ça. Donc il discute, je donne une deuxième perche. Et Tortor, il fait bon, bah j'ai une idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre jeu, on va faire un concours de cuisine. Et donc, il y en a un de vous, ça va être un cuisinier, et puis Sylva aussi, ça va être un cuisinier, et celui qui fait le meilleur repas, je le garde avec moi, et celui qui fait un pas bon repas, il peut repartir avec vous. Donc, il faut comprendre que la logique du jeu est un peu absurde, du coup. Les PJ veulent récupérer Sylva, mais celui qui va faire le concours de cuisine avec Sylva, en fait, s'il gagne, il doit rester avec Tortor. C'est ça le jeu, en fait. Et donc si on veut pas rester avec Tortor, il faut faire de la bouffe la plus dégueulasse possible. Mais si on veut récupérer Sylva, il faut qu'un des PJ gagne pour rester avec Tortor et que Sylva puisse repartir, Sylva et la flûte, avec les PJ. Parce qu'un autre truc que en fait les PJ apprennent sur le moment qui est assez drôle, c'est qu'en fait Tortor il a gardé Sylva en vie parce qu'ils sont déjà en train de jouer un jeu avec Sylva. En fait Sylva, tant qu'il arrive à trouver une recette différente de mouton tous les jours, Tortor le garde en vie et une fois qu'il trouvera plus de recettes,
Tortor va manger Sylva. C'était très rigolo hein, comme scène. C'est un peu difficile d'ailleurs de vous la restituer parce que comme elle a duré longtemps et qu'il s'est passé des choses en tous sens, j'ai un peu de mal à vous le restituer de manière chronologique. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a ce jeu de la cuisine. Donc là, il y a Mary qui fait « Attendez, il faudrait peut-être que ce serait plus rigolo. Il y en a qui n'ont pas encore joué et donc peut-être que les cuisiniers pourraient avoir des assistants. » Donc Tortor accepte et en fait, l'idée de Merrick, c'est que Grimm soit l'assistant de Sylva, du coup puisse s'approcher un petit moment le temps de l'épreuve de cuisine de Sylva pour lui parler et en apprendre plus. Tandis que Merrick, lui, il va se porter volontaire pour faire l'assistant de Lorga qui se présente comme cuisinier. Lorga qui commence à cuisiner des chaussures, hein, c'est sa spécialité. Donc Grimm, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre un peu de sang dans la préparation de Sylva. Sylva qui cuisine aussi une chaussure hein, pour qu'il soit à égalité, c'était un peu ça le deal pour le jeu. Il met un peu de sang sur la chaussure de Sylva pour être sûr que ça ait peut-être un bon goût, parce qu'il se dit Tortor il doit aimer le sang quoi. Donc potentiellement là Sylva va gagner. Lorga pour l'instant là lui il décide de mettre un petit peu de poison dans sa préparation, espérant que ça va perturber Tortor. Le jeu se termine, Tortor goûte les deux trucs, il bouffe d'abord le truc de Sylva qu'il trouve pas trop mal et il félicite Grimm et Sylva, bravo c'était ok. Pas super, mais bon. Et ensuite, il va manger le truc de Lorga. Et là, en buvant le poison, alors ça lui fait perdre que 4 points de vie. Mais je pars du principe que ça crée une sorte d'indigestion chez Tortor. Donc vous imaginez... En plus, je jouais vraiment Tortor comme un débile. Enfin, la scène était rigolote et eux, ils devaient vraiment parler comme un enfant de 3 ans. Et donc Tortor, il fait « Ouh, j'ai très mal au ventre !» Et donc il doit s'éloigner pour aller faire ses ablutions. Donc là, je leur dis, c'est l'occasion pour vous de peut-être faire un truc. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, ils essaient de couper la corde de Sylva, parce Sylva était tenu en laisse par Tortor. Il essaie de couper la corde, je demande un jet de dés. Luck token de Grimm qui essaie de couper la corde, échec encore, et donc il coupe pas la corde à temps. Et donc Tortor revient. Et là, je sais plus qui a proposé ça, je pense que c'est Merrick. Parce que là, Tortor il commence à être vénère, on lui a coupé sa corde, on essaie vraiment de se moquer de lui. En plus, vous essayez vraiment, voilà, de tricher. Et ça, c'est pas drôle du tout, parce que quand on fait un jeu, on doit pas tricher, et en plus si je gagne je vais vous manger, donc bah moi j'ai vraiment envie de gagner. Tortor en fait, les PJ comprennent bien que peu importe le jeu, il a quand même très très envie de les manger, ça n'a aucun sens à ce qu'il raconte. Il a quand même pas 56 neurones, il doit avoir vraiment une poignée de neurones qui se disputent. Hein. Donc je sais plus qui a proposé l'idée, je pense que c'est Merrick. En tout cas il y en a un qui a proposé un troisième jeu, et le troisième jeu c'était ok. On va faire un troisième jeu décisif. Moi, Merrick, je vais aller courir très très loin et me cacher. Je crois que c'est Tristam qui a proposé. Tristam, il a dû dire un truc du genre, on va faire un jeu basé sur votre vue, vu que vous êtes un cyclope. Et je sais plus, ils ont dû surenchérir. L'idée du jeu, c'est qu'en gros, Merrick va loin, Tristam doit le pointer du doigt. Il doit le trouver, en fait. Il compte jusqu'à 10 et il doit le trouver, en restant sur place. Et ensuite, ce sera au tour de Tortor. Donc là, Tortor, il fait « D'accord, mais si on fait ça, et que je gagne, je vais tous vous manger. Et si vous gagnez, et bah vous pourrez partir. Et j'aurais perdu, et bon, c'est pas cool parce que je vous aurais pas mangé, mais bon, ce sera, voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Le plan, évidemment, vous en doutez, de Merrick, c'est d'utiliser son pouvoir pour devenir invisible, vu que c'est un alphelin. Le truc, c'est que Tortor, il a plus ou moins un super pouvoir. Hein. Il a cet œil en forme de phare, là, dont les PJ ont déjà pu un peu faire les frais, et qui lui permet de voir jusqu'à 100 mètres, comme en plein jour, enfin d'avoir une excellente vue. Donc normalement, c'est censé détecter les invisibles, etc., sans pousser le truc aussi loin. Je pense que jouer avec Tortor à ce jeu-là, même si Merrick, dans l'absolu, il a un peu le pouvoir de se cacher, j'étais en mode, le pouvoir de Tortor, je l'ai arbitré comme étant encore plus fort que le pouvoir des alphelins de se cacher, vous voyez. Mais pour que les PJ le sachent, il fallait que je l'amène, cette information. Parce que j'avais pas envie de trop trahir le monstre en disant « Ok, ça marche », parce que le monstre est censé voir les invisibles et tout. Mais j'avais pas envie de complètement décourager les PJ, qui faisaient preuve, qui redoublaient de créativité, ils avaient plein d'idées et tout, donc il fallait trouver une sorte de balance. Et donc, première phase, Merrick s'éloigne, Tortor compte jusqu'à 10, et il fait « Ah !» Non, c'est Tristam qui commence. Tristam compte, donc Tortor compte jusqu'à 10, Merrick s'éloigne, ensuite Tristam fait « Ah, vous voyez, il est là-bas Merrick », il le pointe du doigt, vous voyez cette petite tache. Donc là, Tortor il fait « Ah, je vais aller vérifier que c'est bien lui ». Et il s'éloigne, il court vérifier que c'est bien Merrick. Donc ça c'était la première phase, ensuite ce sera à Tortor de deviner. Et là, il y a Sylva, le Drakeïde, qui dit au PJ c'était vraiment pas une bonne idée ce que vous avez fait, Tortor voit hyper loin, etc., ça va pas suffire et tout. Donc je leur donne vraiment, entre guillemets, sur un plateau d'argent, le fait que Tortor ait une excellente vue et qu'il va vraiment falloir trouver un truc pour le tromper. Se cacher ne sera pas suffisant. J'emploie ces termes réellement pour pas laisser de doute là-dessus. Il dit, vous ne pourrez, si vous vous cachez, il vous trouvera. Il a vraiment une perception incroyable. Mais le voilà qui revient, je peux pas vous en dire plus. Tortor revient, il fait, oh voilà, c'était bien lui, tu as réussi Tristam, maintenant c'est à mon tour. Et là, le plan, en gros, c'est que maintenant que c'est Tortor qui doit trouver, Merrick il va utiliser un de ses parchemins, il avait trouvé 3 parchemins dans la partie d'avant,
Et il me dit, je vais utiliser mon parchemin de vol pour m'envoler et me mettre face au soleil pour que quand Tortor il relève la tête et qu'il regarde le soleil, il soit complètement ébloui et il me voit pas. Et donc il fait son jet de parchemin pour lancer le sort et tout, et il y parvient. Et là c'est cool quoi. Là c'est cool parce que si j'avais poussé le vice, j'aurais pu dire que Tortor il les voyait grâce à son super œil. Mais vous voyez, ça aurait rendu cette scène un peu caduque. Toutes les idées qui étaient créatives des PJ que je trouvais rigolotes, etc., auraient été complètement niquées. Donc moi ce que j'essaie de pousser, c'est pas la réussite automatique des PJ quand ils ont des bonnes idées. Là ça nécessite de cramer un parchemin, déjà de réussir à lancer le sort, etc. Il y a eu plusieurs étapes et à chaque fois vous voyez les PJ ils ont un peu tiré sur la corde pour convaincre Tortor. À un moment ils ont failli en venir aux armes, etc. Et à chaque fois ils refaisaient des tentatives pour essayer de calmer le jeu et proposer un nouveau jeu à Tortor, etc. Et en fait ce dernier jeu il y avait une sorte d'ultimatum. Parce qu'au moment où ils ont dit « Ok, on a un troisième jeu », j'avais demandé un jet de charisme, et j'ai dit « C'est l'ultime jet de charisme pour que Tortor perde pas patience », et ils l'ont réussi. Donc vous voyez, ils sont vraiment battus, ils ont eu la chance au dé, la malchance au dé aussi pour couper la corde, etc. Ils ont eu les arguments, ils ont proposé un jeu à Tortor, ils ont réussi à surmonter la contrainte du fait qu'il ait une super vue, etc. Et donc j'allais pas dire « Eh non, Tortor, et en fait, avec son super œil, il peut te voir même si t'es face au soleil ». Non, je trouvais l'idée ingénieuse. Les dés ont parlé, ils ont même sacrifié une ressource, ils ont sacrifié un parchemin. Et donc, c'était nickel en fait. Ils arrivent à tromper Tortor qui est un peu triste d'avoir perdu, mais il dit c'est le jeu. Et je pense qu'ils se sont presque attachés à Tortor. C'était assez rigolo parce qu'en plus Tortor il avait ce côté un peu brut. Il mangeait des moutons comme des curly. Donc je pense qu'ils étaient contents au final de pas avoir eu à tuer Tortor. Et donc ils récupèrent Sylva. Et Lorga fait un move ultra étrange à ce moment-là qui est quand même à noter. C'est qu'il dit à Tortor, tu sais Tortor, pour tes moutons, etc., tu pourrais les emmener au lac de l'Oracle, c'est pas très loin. Et là-bas, tu pourrais les abreuver, tu auras un endroit super cool où t'installer et tout. Et là, les autres PJ, ils font, mais qu'est-ce que tu fais? T'envoies Tortor sur les gens qui vivent près du lac de l'Oracle, qui vont tous se faire bouffer et tout. Moi, je dis, bon, bah, c'est too late. Donc, il y a une sorte de pile ou face, il me semble, pour savoir si Tortor est content de cette idée. Et en fait, Tortor, il se dit, oh, c'est une très très bonne idée. Et donc, Tortor, alors fausse compagnie, ils ont gagné le jeu et part vers le lac de l'Oracle. Honnêtement, je sais pas quelle conséquence ça va avoir ce truc. Ça n'a aucun sens. Mais c'était rigolo. Et on arrive à peu près à la fin de la séance. Tout ça, ça a pris ça a pris pas mal de temps quand même. C'était d'ailleurs un peu brouillon. Je sais pas comment j'aurais pu mieux faire cette scène, parce qu'ils avaient tous des idées différentes. À des moments, ils étaient à deux doigts de voir Tortor péter un câble. Donc il y en a qui étaient en mode je crame un mouton pour faire diversion. Il y en a qui charge mon arbalète pour tirer dans l'œil de Tortor. Et à chaque fois, il y en avait d'autres en même temps qui calmaient le jeu. Et c'était assez difficile de savoir qui avait la priorité sur qui. Moi, je me suis dit, en amont, j'avais un peu pensé la scène, je trouvais sympa l'idée que ce soit une rencontre où on peut un peu tromper Tortor, avec ses jeux, etc. Donc j'avais tendance à plutôt donner la priorité à ceux qui essayaient de calmer le jeu, tout en leur mettant cet ultimatum justement en disant au bout d'un moment ça va plus marcher à force de fail. Donc ils ont réussi sur entre guillemets, la dernière tentative, la troisième. Je trouve que symboliquement la troisième c'est pas mal. Vous voyez, un jeu, deux jeux, le troisième jeu c'est le dernier. Je trouvais que ça tombait bien comme ça. J'ai suivi cette logique là parce qu'il fallait à un moment donné que des choses se passent, mais j'avoue que voilà, c'était pas facile à gérer. Est-ce que fallait donner priorité à ceux qui veulent faire usage de la violence? Parce que un combat c'est cool aussi. On est souvent en mode le combat c'est pas intéressant et tout, mais un combat ça aurait pu être intéressant. Il y en a pas tant que ça dans la campagne, donc bon, je pense honnêtement que les PJ ont kiffé la scène. Ils m'ont tous dit que c'était sympa. Je pense pas qu'il y ait de grands regrets de quelqu'un qui voulait absolument gérer ça avec un combat. Et voilà, ça m'a semblé un peu brouillon, donc je vous le dis quand même. Et donc on arrive vraiment à la fin de cette séance, qui était très rigolote. Et donc les PJ s'adressent à Sylva, ils font bon bah vous comprenez bien, nous on a besoin de la flûte. Et là il y a Sylva. Donc un Drakeid, je leur décris à la peau d'Albâtre, étincelant, c'est assez impressionnant. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu de Drakeid de leur vie. Et qui leur dit, je sais que Sylva leur dit, je sais que vous êtes là pour la flûte, mais je vous remercie vraiment de m'avoir sauvé la vie. Sans vous, je sais pas combien de temps encore j'aurais pu tromper Tortor avec mes talents de cuisinier, somme toute bien minimaux. Mais je peux pas vous donner cette flûte, alors vous êtes 4. Donc si vous voulez me passer sur le corps pour obtenir la flûte, allez-y, mais moi sans cette flûte, en fait, je suis mort et je risque de perdre mon amant, puisque Sylva, en fait, est un Drakeid et et son amant est un autre Drakeid du nom que je le retrouve de l'Arachkel. Donc, je leur explique que
Lui, il doit récupérer la flûte pour la ramener à une certaine baronne Lisa Baroncelli, qui se situe à Pagor, et qui tient en otage son amant Larashkel, qui est un autre Drakeid, et les Drakeid sont assez peu nombreux, et donc non seulement il perdrait la personne qu'il aime, mais en plus il perdrait un des seuls semblables qu'il a en fait en tant que Drakeid dans le monde en fait. Donc lui, en fait, il est complètement dépité. Il sait qu'il va pas pouvoir garder la flûte. Et je vais pas pousser plus loin l'histoire de la baronne, etc. Parce qu'en fait, on va reprendre là-dessus à la séance suivante. Donc je vais pas commencer à vous dire qui est la baronne. Les PJ, en fait, on s'est presque arrêté là-dessus. Parce qu'on s'est dit que là, maintenant qu'ils avaient la flûte, en fait, il était déjà 23h45. Il valait mieux s'arrêter maintenant. Ils poseront plus de questions au Drakeid la prochaine fois et tout. Et donc vous en saurez plus la prochaine fois. Et à mon avis, en fait, la prochaine séance, je vous le cache pas, maintenant qu'ils ont la flûte, ça va être une séance hyper complexe à gérer, avec plein de possibilités. Je vais essayer de vous lister un peu tous les trucs, parce que vous vous en rendez bien compte, la flûte, elle intéresse 1 milliard de personnes différentes, et ce qu'ils vont en faire, ça va avoir un impact énorme. Donc on va se faire un petit brainstorm là, vite fait, essayer de voir un peu les différentes options qu'ils ont. Donc déjà, la flûte. Il y a Karamwyl, donc le dragon. Karamwyl veut la flûte, et il arrêtera de ravager la région s'il la récupère. Donc ça, c'est Karamwyl, c'est le dragon qui s'est fait voler sa flûte. Une des options pour un peu sauver des vies, c'est de rendre la flûte à Karamwyl, mais en faisant ça, agenda contradictoire, Kaelor, la supérieure hiérarchique de Méric, lui a demandé de lui ramener la flûte. Sachant que s'il lui ramène la flûte, bah déjà ça fait que la flûte ira à Pagor, et on rappelle que la flûte c'est un artefact puissant qui permet d'enfermer les gens dans leurs propres rêves, et donc cette flûte, déjà, elle peut servir à neutraliser, grâce à, si on l'utilise pour un rituel, neutraliser des gens, mais aussi, elle peut faire un peu l'effet inverse, potentiellement, et permettre de libérer les gens qui ont été enfermés avec elle par ailleurs. Donc, les PJ savent pas trop quel genre de... Ils connaissent pas toutes les créatures que cette flûte a pu enfermer, et c'est la clé pour libérer des créatures. Donc, déjà, ça a un impact. Pagor serait bien content d'avoir cette flûte, mais en plus, si on rend la flûte à Karamwyl, Karamwyl va arrêter de ravager la région. On en avait parlé la dernière fois. Karamwyl, en fait, en ravageant la région, il fait une sorte de politique de terre brûlée qui plaît bien à Pagor pour ralentir l'avancée de Mérismar. Donc là, honnêtement, à ce stade, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, ça fait très longtemps que vous n'êtes plus en train de m'écouter. Mais bon, j'espère que vous suivez. De toute façon, ce sera vraiment au centre de la prochaine session, donc on va avoir le temps de vraiment tout balayer. Donc voilà, là c'est les deux options les plus évidentes. Ensuite, il y a tuer Karamwyl et ramener la flûte à Pagor. Ça permettrait, entre guillemets, au PJ d'avoir une sorte de bonne conscience, de pas laisser le dragon ravager la région, mais aussi de faire ce que Kaelor attend de Méric. Ce qu'on rappelle, Kaelor c'est la supérieure hiérarchique de Méric. Et donc comme ça, ils font un peu les deux. Bon, Kaelor, elle sera pas contente, entre guillemets, que Karamwyl soit mort, parce que ça annule la politique de terre brûlée, mais peut-être ils peuvent lui cacher ça. Enfin, il y a des trucs à faire. D'ailleurs, pour tuer Karamwyl et ramener la flûte à Pagor, ils peuvent l'attirer avec la flûte et lui tendre un piège. Avec la princesse Brima et Brazir, qui eux veulent tuer le dragon. Donc il y a la possibilité de tuer le dragon, du coup. Ensuite, il y a ramener la flûte à la baronne Lisa Baroncelli. Comme ça, il sauve l'amant de Sylva, et Sylva par la même occasion, parce que si Sylva rapporte pas la flûte à la baronne, il va sûrement se faire éliminer. Donc à ce stade, je peux quand même vous dire un peu plus de choses. La baronne Méric, qui vient de Pagor, sait forcément des choses sur la baronne, parce que c'est une personne vraiment notable et influente dans la ville. C'est une sorte de philanthrope. La baronne, elle a investi dans des trucs de charité et tout. Mais bon, apparemment, là, sur le moment, il découvre que apparemment, elle a aussi un agenda un peu plus dark. D'ailleurs, les PJ soupçonnent que la baronne, qui a 2 B, Baroncelli, soit B, à savoir B, donc le mentor de Nathias, si vous vous souvenez, qui était le chef de Kribal, du baron Véron, etc., et qui voulait la flûte à la base. Ils soupçonnent que la baronne, ce soit B. Ensuite, autre possibilité, garder la flûte pour eux, en fait. Ils peuvent garder la flûte pour eux, faire du chantage avec. Apparemment, il y a plein de gens qui la veulent, cette flûte, donc ils peuvent s'en servir de plein de manières. Autre agenda contradictoire, Grim, notre rôdeur gobelin, il veut récupérer la flûte pour ramener Versant qui est un dragon que toute la tribu de Grim vénère. Versant en fait a été enfermé avec la flûte il y a un bail, et entre-temps il y a un culte qui s'est formé autour de son histoire, de son souvenir à ce dragon. Donc lui il veut récupérer cette flûte pour ses propres intérêts. Donc là là on a à peu près tous les intérêts a priori. Alors après il pourrait aussi, sait-on jamais, ramener la flûte à B, si B n'est pas baronne Lisa Baroncelli, ou donc ramener à baronne Lisa Baroncelli, ce qui reviendra au même, mais ils savent qu'il y a B et aussi Kribal etc., qui recherchent la flûte. Ils peuvent aussi la ramener à Pythis, parce que c'est tellement compliqué, je me rends compte. Vous devez
vous me direz honnêtement si vous arrivez encore à suivre, parce que pour les PJ, là c'est vraiment compliqué. Vous la voyez venir là, la séance de dilemme, mais c'est pas genre dilemme noir-blanc quoi. Là c'est vraiment complexe. Il y a Pythis aussi, du culte du serpent, qui était la chef de Rasmila et de ceux qui ont cambriolé initialement le temple de Karamwyl pour récupérer la flûte. Qui pourrait vouloir la flûte aussi? Bon, honnêtement, je pense pas que les PJ aient envie de l'amener à ces gens-là. Et donc voilà. Et ensuite, on peut encore décliner tous les différents plans qu'il pourrait faire. À qui il pourrait amener la flûte? Il pourrait décider d'amener la flûte à personne. Il pourrait décider d'enquêter pour en apprendre plus sur la flûte, pour se faire une opinion sur à qui il devrait vraiment donner la flûte, parce qu'ils savent pas non plus exactement pourquoi tous ces gens veulent récupérer la flûte. Et qu'est-ce que c'est les conséquences derrière ça? Est-ce qu'en sauvant la vie de Sylva et de son amant, et en donnant la flûte à la baronne Lisa Baroncelli, on n'est pas en train de faire un cataclysme? Est-ce que Kylor est pas super mal intentionné et pourrait se servir de la flûte pour un truc terrible? Est-ce que Karamwyl finalement, bon, il les embobine pas non plus? Et enfin, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et en fait, de cette décision va résulter tellement de trucs dans la campagne. Déjà, en termes de direction dans lesquelles ils doivent se rendre sur la map, ça ouvre tout un champ des possibles. Hein. Heureusement, là, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le camp de l'oracle et des rages fauchons, donc moi, j'ai pu prendre de l'avance si je vous montre vite fait. Mérismar, j'ai déjà une petite idée de ce qu'il y a, vous voyez, j'ai sans aller dans les détails, j'ai quelques villes en tête. Royaume de Sharka, c'est pas hyper développé encore, les montagnes cramoisies non plus, mais les trucs qui sont vraiment à côté d'eux, c'est vraiment Mérismar, la plaie de Ged, j'ai commencé à développer un peu il y a quelques endroits, puis ensuite il y a Pagor, quoi. Pagor, c'est ce qui est le plus près, hein. J'ai déjà les partis politiques avec le nombre d'adhérents parce que c'est une république. J'ai une liste. Enfin, voilà, je suis à peu près armé pour voir où ils vont. Donc en soi, en fait, même si c'est un des enjeux, l'orientation géographique qu'ils vont prendre dans le bac à sable, pour moi, pour préparer davantage l'endroit où ils vont aller, c'est surtout qu'est-ce que c'est leur but en fait. Et en fait, peut-être même qu'à la prochaine séance, il va y avoir du PVP. Alors je pense que c'est vraiment pas dans l'attention des PJ, ils étaient tous en mode, bon bah voilà, va vraiment falloir qu'on réfléchisse et tout. Je pense pas qu'ils aient envie de se taper dessus, ils ont envie de garder cet aspect camaraderie. Par contre, clairement, ils ont des objectifs contradictoires. Il va falloir qu'ils prennent une décision difficile qui va coûter la vie de certaines personnes. En fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile, cette histoire de flûte, s'il n'y avait pas eu l'histoire de Karamwyl qui est en train de tuer tout le monde. C'est ça le plus gros dilemme. S'il devait y avoir un dilemme noir-blanc là-dedans, c'est vraiment celui-là. Parce que ça leur met vraiment un impact moral. Il y a des conséquences directes au fait de ne pas livrer la flûte à Karamwyl. Je pense que c'est ça qui leur met le plus le doute. Et honnêtement, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que jusqu'à maintenant, la flûte, c'est vraiment devenu le MacGuffin, le truc hyper important. Alors la campagne n'était pas forcément obligée de se concentrer sur la flûte. C'était, dès le départ, je savais que ce serait un artefact important. Mais la campagne, c'est pas l'histoire de la flûte, vous voyez. Mais a fortiori, les PJ en ont fait leur principal objectif. Et maintenant, en fait, il y a aussi la question de... S'ils se débarrassent de la flûte, quelle va être la suite en fait? Est-ce que cette flûte va rester encore le MacGuffin pendant longtemps? Enfin, vraiment là, je sais absolument pas où la campagne va aller, et c'est ça qui est cool. Et honnêtement, vous voyez, on en parlait un peu dans d'autres vidéos sur le bac à sable et tout, si les PJ... si en fait on en vient à décider que cette campagne elle doit pas aller jusqu'au niveau 10, ou en tout cas l'histoire de ce groupe là doit pas aller jusqu'au niveau 10, et qu'en fait juste l'histoire de cette flûte c'est suffisant, ça pourrait faire une très bonne fin de campagne de savoir ce qu'il advient de cette flûte. Mais après il y a encore beaucoup d'autres choses, parce qu'en fait même si la flûte c'est le principal objectif qui unit le groupe à cet instant, chacun a son agenda. Si par exemple Merrick décide de pas ramener la flûte à Pagor, d'une certaine manière, il trahit Kylor. Donc est-ce que derrière, ça va être la peine de mort parce qu'il a trahi les capuchons et tout? Moi, je sais grosso modo les conséquences que ça pourrait avoir, parce que je connais plus Kylor que les PJ ne la connaissent. Je connais plus tous les PNJ, de Pagor et tout ce qui s'y trame. Mais pour Merrick, c'est vraiment ça l'enjeu. Si, en gros, il abandonne les capuchons, un peu à l'image de Larvin qui lui a montré l'exemple, d'une certaine manière, ça change tout pour Merrick. Ça devient une sorte de... Il devient peut-être persona non grata, il devient peut-être une sorte de fugitif. Derrière, il y a Lorga, qui lui a plutôt envie, a priori, de sauver... de ramener la flûte à Karamwyl pour sauver les gens de la région. Mais au-delà de ça, Lorga, il a cette sorte de quête de devoir trouver l'azimut et cette sorte de pensée philosophique un peu bizarre qui nous fait tous bien rigoler autour de la table. Derrière, on a Tristam, lui, qui a envie de trouver une sorte de terre de paix, qui, je pense, même s'il l'a pas encore dit noir sur blanc, aimerait bien essayer de trouver une sorte de compromis, de paix entre Mérismar et Pagor. Il a un peu... un de ses enjeux géopolitiques à lui, c'est vraiment cette guerre, ce qui peut le travailler un peu, mais j'interprète. Et puis Grimm, lui, honnêtement, il est beaucoup plus souple sur les objectifs de son personnage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience de jeu, c'est l'aventure. Mais Grimm, quand même, à la base, son but, c'est de ramener la flûte pour sauver Versant.
Alors peut-être que finalement il peut tout à fait à tout moment dire que son personnage, il se rend compte que c'est un peu une lubie et qu'en fait il ferait mieux de donner la flûte à quelqu'un d'autre, que ce serait mieux en fait pour le bien commun, etc. Enfin bon, bref, vous voyez tous leurs agendas, ça va être un sacré foutoir la prochaine séance. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je crois que j'ai jamais eu un dilemme aussi complexe, enfin avec autant de facteurs. Donc on va voir ce qu'il en advient. En tout cas, j'espère que je vous ai pas perdu. Ça devait être un peu compliqué à suivre cet épisode, vous me direz. J'espère que la Shadow March vous plaît toujours et on se retrouve la fois prochaine pour savoir ce qu'il advient de tout ça et quel énorme virage va peut-être prendre la campagne. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ pour la suite de la Shadow March. Ciao, bye bye.